La demoiselle de la tente. Il chevauche de l'aube au crépuscule et dort dans la forêt jusqu'au petit jour. Au matin, au chant des oiseaux, il se lève et enfourche sa monture. Il ne s'arrête qu'à l'approche d'une tente dressée dans une belle prairie, près d'un ruisseau qui jaillit d'une source. La tente est merveilleusement ornée. D'un côté vermeil, de l'autre brodée d'or, avec au sommet un aigle doré étincelant au soleil. Toute la prairie resplendit des reflets éclatants de la tente. Autour de la tente, qui est véritablement la plus belle du monde, sont dressées des huttes faites de branches et de feuillages, des cabanes galloises. Le jeune homme se dirige vers la tente et dit en s'approchant : « Dieu, c'est votre maison que je vois ? Je serais insensé de ne pas vous adorer. Ma mère avait bien raison de dire que quand je trouverai une église, je ne manquerai pas d'y entrer pour adorer le Créateur en qui je crois. Eh bien, je vais le prier de me donner à manger aujourd'hui. J'en ai grand besoin. » Il arrive devant la tente, elle est ouverte avec au milieu un lit, et sous la couverture en soie, une jeune femme couchée, endormie, toute seule. Ses suivantes ne sont pas là. Elles sont parties cueillir les fleurs fraîches dans un verger tout proche d'où elles reviendront les bras chargés pour en joncher la tente comme de coutume. Quand le jeune homme pénètre dans la tente, son cheval bronche si fort que la demoiselle l'entend et se réveille en sursaut. Le jeune homme, tout naïf, lui dit : « Demoiselle, je vous salue, comme ma mère me l'a appris. Ma mère m'a recommandé de saluer les jeunes filles partout où je les rencontrerai. » La jeune fille tremble de peur devant ce jeune homme qui lui semble fou, et elle se trouve bien folle aussi de s'être fait surprendre alors qu'elle est seule. « Jeune homme, dit-elle, passe ton chemin, va-t'en avant que mon ami te voie. »« Pas avant de vous avoir embrassé, sur ma vie, répond-il. Quoi qu'il m'en coûte, je suivrai l'enseignement de ma mère. »« Vraiment ? Mais jamais je ne t'embrasserai si je peux l'éviter, dit la jeune fille. Pars avant que mon ami arrive. S'il te trouve, tu es mort. » Le jeune homme, qui est fort, la prend dans ses bras brutalement, car il ne sait pas faire autrement. Il l'étend sous lui, elle se défend, essaie de se dégager, mais inutile de lutter. L'histoire rapporte que le garçon l'embrasse avidement, bon gré, mal gré, 20 fois de suite. Tant et si bien qu'il finit par voir à son doigt une émeraude très claire. « Ma mère m'a également dit de prendre votre bague, dit-il, mais je ne dois rien vous faire de plus. Allez, je veux votre anneau. »« Jamais tu ne l'auras, jamais !» Il lui saisit alors le poignet, lui étend le doigt de force, retire la bague et la passe à son propre doigt en disant : « Mademoiselle, soyez-en remerciée. Je m'en vais à présent bien récompensée. Vos baisers sont bien meilleurs que ceux des femmes de chambre de ma mère. Votre bouche n'est pas amère. » Elle lui dit en pleurant : « N'emporte pas ma bague, jeune homme, cela va te faire du tort, et toi, tu en perdras la vie, tôt ou tard, je te le dis. » Mais le garçon ne comprend rien à ces paroles. Affamé d'avoir trop jeûné, il avise un petit tonneau de vin à côté d'une coupe en argent et sur une botte de jonc une serviette blanche et neuve. Il la soulève et découvre 3 appétissants pâtés de chevreuil. Une trouvaille plutôt agréable. Tenaillé par la faim, il se jette sur un pâté qu'il mange goulûment et se verse dans la coupe d'argent un vin à la robe séduisante. Il en boit de grandes gorgées et dit : « Mademoiselle, je ne vais pas avaler seule tous ces pâtés aujourd'hui. Venez manger. Oh, ils sont si bons. » Chacun aura assez du sien et il en restera encore un entier. Mais elle pleure et ne répond pas malgré ses demandes insistantes. Elle pleure à chaudes larmes, tord ses mains nerveusement. Il mange et boit tout son soûl. Puis tout à coup, recouvrant les restes, il prend congé et recommande à Dieu celle que son salut ne réconforte pas. « Dieu vous protège, belle amie, dit-il. Ne vous fâchez pas pour l'anneau que j'emporte. Avant ma mort, vous en serez récompensée. Je m'en vais avec votre permission. » À cause de lui, elle va endurer plus de honte et de souffrance qu'aucune mauvaise femme jamais n'en a connu. Jamais il ne lui apportera aide ou secours.
Elle sait bien qu'il l'a trahie. Ainsi reste-t-elle à pleurer. Le retour du chevalier jaloux. Son ami revient du bois peu de temps après. Il remarque avec anxiété les empreintes de sabots laissées par le jeune homme et trouve son ami en pleurs. « Mademoiselle, mademoiselle, dit-il, je devine à ces traces qu'un chevalier est passé ici. »« Non, non, monseigneur, je vous assure, c'était un jeune Gallois, importun, laid et sot. Il a bu de votre vin sans se priver, il a mangé de vos 3 pâtés. »« Mais est-ce à cause de cela que vous pleurez, bel ami ? Il aurait tout bu et tout mangé, je lui aurais donné mon accord. »« Il y a plus, monseigneur, dit-elle. C'est mon anneau qui me préoccupe. Il me l'a enlevé et l'a emporté. » L'homme en est bouleversé et pris d'angoisse. « Sur ma foi, il a dépassé les bornes. S'il y a autre chose, ne me le cachez pas. »« Il m'a embrassé, Seigneur. »« Embrassé ? Oui, c'est bien ça, vraiment, mais bien malgré moi. » Vous étiez d'accord et cela vous a plu au contraire. Vous ne vous êtes pas défendu du tout, fait le chevalier en proie à la jalousie. Croyez-vous que je ne vous connaisse pas ? Oh, si je vous connais. Je ne suis ni borgne ni aveugle et je vois votre fourberie. Vous voilà en mauvaise posture et sur un chemin bien épineux. Votre cheval ne mangera plus d'avoine et ne galopera plus tant que ce chevalier sera vivant. S'il meurt, vous me suivrez à pied et vous ne changerez pas d'habit jusqu'à ce que je lui coupe la tête. C'est la seule justice que je rendrai. » Après s'être assis, il mangea. À la cour du roi Arthur. Le jeune homme, lui, chevauche. Il croise un charbonnier qui mène un âne devant lui. « Et toi, avec l'âne, indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux voir le roi Arthur. On dit qu'il fait des chevaliers. »« Jeune homme, répond l'autre, c'est à côté. Il y a un château en bord de mer. Cher et bel ami, si tu y vas, tu trouveras le roi Arthur, à la fois triste et joyeux dans ce château. J'aimerais que tu me dises pourquoi le roi est à la fois triste et joyeux. Je vais te le dire tout de suite. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu le roi Rion. Le roi des îles a été vaincu, c'est ce qui réjouit le roi Arthur. Mais il est contrarié que ses barons aient chacun regagné leur château où ils préfèrent vivre. Il ne sait pas comment ils vont. C'est ce qui chagrine le roi. Mais le jeune homme ne s'intéresse pas à ce que dit le charbonnier et emprunte la direction qu'il lui a indiquée, jusqu'à apercevoir le château en bord de mer, bien planté, fortifié et beau. Il voit sortir par la porte un chevalier en armes, une coupe en or à la main. De la main gauche, il tient sa lance, ses rênes et son écu. De la droite, il tient la coupe en or. Son armure, entièrement vermeille, lui va fort bien. Le jeune homme admire les armes flambant neuves et se dit « Sur ma foi, voilà ce que je vais demander au roi. Quelle joie s'il m'en donne de semblables. Maudit celui qui en veut d'autres. » Alors, il se dirige rapidement vers le château, arrive près du chevalier, qui le retient un instant pour lui demander « Dis-moi, jeune homme, où te précipites-tu ainsi ? Je vais à la cour demander au roi des armes comme les vôtres. »« Tu fais bien, dit l'autre. Va donc, et reviens vite. Tu diras à ce mauvais roi qu'il me rende la terre qu'il refuse de reconnaître comme mienne, ou qu'il envoie quelqu'un pour la défendre contre moi, car j'en revendique la propriété. Il te croira quand tu lui indiqueras que ce message provient de celui qui a pris tout à l'heure la coupe où il buvait du vin. Qu'il en cherche d'autres pour livrer son message. Le jeune garçon n'a rien écouté. Il s'est précipité à la cour où le roi et ses chevaliers sont en train de manger.
La salle donne sur la cour et le jeune homme y entre à cheval. Elle est pavée et aussi longue que large. Au bout de table, le roi Arthur semble pensif. Les chevaliers discutent entre eux et se demandent pourquoi le roi est songeur. Le jeune homme s'avance, mais ne connaissant pas le roi, il ne sait qui saluer. Quand Yvonnet vient à sa rencontre, un couteau à la main, il l'interpelle. « Hé, toi qui approches avec ton couteau à la main, montre-moi qui est le roi. » Yvonnet, qui est très courtois, lui répond « Ami, voyez-le, là. » Le jeune Gallois se dirige aussitôt vers le roi et le salue comme il l'a appris. Toujours dans ses pensées, le roi ne répond pas. Le jeune homme le salue à nouveau, mais sans plus de réponse. « Ma parole, se dit alors le jeune homme, ce roi n'a jamais fait de chevalier. On ne peut lui tirer une parole. Comment pourrait-il le faire à un chevalier ?» Il s'apprête à partir et tourne la bride de son cheval. Mais le mal élevé s'est tellement approché du roi qu'il fait, sans mentir, tomber le chapeau du roi devant lui sur la table. Ce dernier tourne vers le jeune homme sa tête qu'il gardait baissée, et laissant ses pensées, il lui dit « Beau-frère, soyez le bienvenu. Je vous prie de ne m'en vouloir de mon silence quand vous m'avez salué. C'est que je ne pouvais vous répondre. Mon pire ennemi, celui qui me hait et m'inquiète le plus, est venu ici contester ma terre. Il est assez fou pour dire qu'il aura tout à lui, que je le veuille ou non. C'est le chevalier Vermeil de la forêt de Guinguerrois, et dire que la reine était venue apporter son réconfort au chevalier blessé. Les paroles du chevalier Vermeil ne m'auraient guère courroucé, mais devant moi, il a pris ma coupe et l'a levée si brusquement que tout le vin qu'elle contenait s'est renversé sur la reine. Quelle infamie! Chagrinée et furieuse, la reine est retournée dans sa chambre. Elle meurt de colère. Que Dieu m'aide. Je ne crois pas qu'elle en réchappe. Mais le jeune homme n'a que faire de ce que lui raconte le roi, et peu lui importe le chagrin ou la honte de la reine. « Faites-moi chevalier, sire, je veux m'en aller, » dit le jeune sauvage au regard clair et rieur. Ceux qui l'écoutent le trouvent insensé, mais ceux qui le regardent le trouvent beau et noble. Ses paroles sont insensées, mais son allure belle et noble. « Mon ami, » dit le roi, « descendez de cheval et confiez-le à ce jeune serviteur. Il s'en occupera selon vos désirs. Je vous promets de vous faire chevalier pour mon honneur et pour votre profit. » Le jeune homme lui répond « Ils n'allaient pas à pied, les chevaliers que j'ai rencontrés, et vous voulez que je me mette pied à terre? Jamais sur ma vie je ne descendrai de cheval. Mais hâtez-vous que je m'en aille. »« Ah, dit le roi, je te ferai volontiers, mon cher ami, pour votre profit et pour mon honneur. »« Mais, cher roi, dit le jeune homme, sur ma foi en notre Créateur, je ne serai pas vraiment chevalier si je ne suis pas équipé exactement comme le chevalier Vermeil que j'ai rencontré devant votre porte. Donnez-moi les armes de celui qui a emporté votre coupe en or. » Le sénéchal Queux, qui comptait parmi les blessés, indigné par les paroles qu'il vient d'entendre, se met en colère et dit « Vous avez raison, mon ami. Allez donc prendre ces armes immédiatement. Elles sont à vous. C'est vraiment intelligent de votre part d'être venu ici dans ce but. »« Par pitié, que, dit le roi, vous êtes sarcastique envers tout le monde. C'est un défaut pour un homme preux. Si ce garçon est niais, il est peut-être noble, ou si c'est à cause de son éducation et qu'il a eu un mauvais maître, il peut néanmoins devenir preux et sage. Quelle bassesse de se moquer d'autrui et de promettre sans donner. Un homme d'honneur ne doit pas se lancer dans des promesses qu'il ne pourra pas ou ne voudra pas tenir sans que l'autre lui en veuille. Un ami n'a pas besoin de promesses, mais s'il y a promesse, il s'attend à l'avoir tenue. Sachez qu'il vaut mieux refuser que laisser espérer. Et franchement, celui qui promet en vain se moque de lui-même et se trompe.